il faut, comment dire, faire valoir. Il a fait. Alors, au verset 5, parce qu'on ne l'a pas lu, si ce sont des voleurs qui viennent contre toi, des détrousseurs de nuit, comme tu seras éperdu, ne pilleront-ils pas tout ce qu'ils pourront? Si ce sont des vendangeurs qui viennent contre toi, que laisseront-ils sinon de quoi grappiller? Qu'est-ce que vous comprenez, sans regarder les feuilles que je vous ai données, à travers ces 6 versets que nous avons lus jusqu'à maintenant? Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? On nous présente le peuple de Édom. On dit qu'ils se prennent pour... Nahon. Et qu'est-ce que le texte d'Obadiah vient nous faire entendre que quoi? Qu'ils se prennent pour des fraîcheurs alors que non. Le pouvoir est en train de s'affaiblir. Ah, c'est plus juste, c'est plus juste. Elle dit le pouvoir de Édom est en train de s'affaiblir. Alors, j'entends cela parce que je suis un lecteur comme vous, et j'entends bien ce qui est écrit, mais automatiquement je me dis, mais attends, les Chazal ont dit que Édom, descendant de Esav, c'est le parallèle ou l'équivalent de qui? De l'Occident. Alors ça veut dire que Obadiah, en quelques lignes, il vient pour m'annoncer que quoi? Que l'Occident auquel on réfère Édom, Esav, va un jour décliner. Vous voyez, c'est le titre de votre première page. Déclin. Le déclin, c'est bien? Le déclin. Et donc, je vais chercher. Bon, vous m'excuserez, à l'âge que j'ai plus besoin de beaucoup chercher, j'ai besoin de me souvenir. Mais Le déclin de l'Occident est un livre écrit, paru en 1918, vous avez tout sur la feuille normalement, par monsieur Oswald Spengler, qui est philosophe, et qui va écrire Le déclin de l'Occident. C'est un philosophe allemand, vous l'avez bien entendu, je vous ai tout écrit. Et son œuvre majeure va rester jusqu'à la fin de ses jours. Peu importe ce qu'il fera, son best-seller, à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est quoi? Le déclin de l'Occident. Alors, pour quelle raison? Parce que Obadiah est sympathique. Il nous dit, Édom va disparaître. Vous avez vu cette phrase qu'on a lue au verset 5. Tes vendanges vont être grappillées, tu te feras voler. Est-ce que lorsqu'on est une grande puissance, quelqu'un ose remettre en cause la souveraineté, la puissance qui est la nôtre? À quel moment est-ce que Rome va tomber et disparaître? À partir du moment où quoi? Et là, vous avez besoin de cet exemple. Mais il va donner 8 exemples, Oswald Spengler, de ces nations, ces civilisations. Babylone, la Perse, l'Égypte, Rome. Avant, vous êtes d'accord avec moi? Il a fait. Tout le monde est au courant de ça. Maintenant, je vais vous poser une question qui est très anarchique, alors qu'elle se réfère, en fin de compte, à ce qu'explique Oswald Spengler dans Le déclin de l'Occident en 1918. Il dit, ces civilisations vont monter, mais du fait, il y a une chose qui va entraîner que ces civilisations vont pouvoir être volées, grappillées, déstabilisées. À votre avis, quelle est la chose qui va déstabiliser des grandes civilisations telles que nous les avons connues? Oui? Le fait d'avoir trop de pouvoir, ça monte à la tête et ça Et détruit, après ça en détruit quoi? Quoi? Ça détruit la société. Oui, mais à quel niveau? Où est-ce que la société va être? Quel est le talon d'Achille de chaque civilisation? L'unité. Le niveau Ah. moral. Ah, très, très bien. J'allais t'y faire venir, mais la réponse est celle-ci. Le talon d'Achille de toute civilisation. Et là, vous rentrez dans une dimension qui a trait et à la philosophie, et à la sociologie, puisque psychologie, c'est l'individu, sociologie, c'est le groupe. Alors, si on va parler des peuples, on parlera de psychosociologie. C'est-à-dire de l'unité du peuple comme ensemble de population. C'est-à-dire, eh bien, que ce soit l'individu, que ce soit le groupe, ou que ce soit l'ensemble, ce qui peut mettre à bas, détruire et
faire que l'édifice soit ébranlé jusqu'à s'effondrer, le talon d'Achille de la société humaine et de la civilisation, c'est ce qu'elle nous a dit, c'est l'ordre moral. Et j'emploie bien le mot ordre moral, qui n'est là que pour faire avancer une identité morale. Maintenant, je vous pose la question qui est liée par le Tanakh à tout ce que je viens de dire maintenant. Quelle est, dans l'histoire tanakhique de Bereshit, on commence, bon, je vais vous aider, c'est dans Bereshit, où l'on voit imager ce que je viens de vous dire de manière très claire. Est-ce que vous venez de dire de quoi? Du fait que l'ordre moral... Les civilisations montent Et après, elle chute? et elles chutent. La mort? Non, Non, la guerre. non. Il y a une histoire. Attends, Non. Mauvais. On l'a vu la semaine dernière par Parashat Vaïtse. Misé Yatsa, qui a quitté le quartier où j'habite et qui est parti voir son oncle. Yaakov, il a fait. Et alors, en chemin, où est-ce qu'il a dormi la première nuit? Il a fait un rêve. Il a fait, et qu'est-ce qu'il voit? Des pierres qui montent. Non. L'échelle de Yaakov. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des anges monter et descendre. Et que dit l'exégèse biblique, le commentaire biblique? Et les nations. Les nations montent, mais elles descendront. Et on fera un reproche, sous-entendu, à Yaakov d'avoir eu peur de monter. Mais d'un autre côté, à ceux qui n'ont jamais voulu devenir une civilisation à part, une puissance, un pouvoir à part, il n'y avait aucun risque de descendre. Vous comprenez? Vous êtes avec moi ou pas? Ça veut dire que le fait de vouloir devenir une puissance à part, ça nous pousse forcément, ça amène forcément à la descente à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qu'elle a dit il y a un instant? Comment elle s'appelle? Salomé. Salomé. Qu'est-ce qu'elle a dit, Salomé? Ça veut dire quoi? Le pouvoir, Mashrit, le pouvoir détériore. Comment se fait-il que je voulais être roi et que je sais, selon les lois sur la royauté, que je dois faire attention à trois choses? Les femmes, les chevaux et l'or. Et je vous l'ai dit à chaque fois, il n'y a aucun rapport entre les femmes et les chevaux. Et à chaque fois qu'un roi prendra le pouvoir, dans 95% des cas, il se laissera entraîner dans ces trois domaines-là. Et le plus grand que nous connaissons, le plus célèbre, non, pas lui, son fils. Vous comprenez? Il y a donc, dans l'idée de la civilisation que nous explique Spengler, bon, vous avez des alinéas, la raison dans l'histoire selon Hegel, pour celles qui ont envie d'aller regarder, vous tapez la raison dans l'histoire selon Hegel, et vous avez la réponse. Comme après, vous avez la défaite de la pensée selon Alain Finkielkraut, et vous allez voir. Mais tout le monde, alors on les appelle aujourd'hui, pour votre connaissance générale, si Ovadia était là, d'accord, et il dirait, la civilisation occidentale est essoufflée, elle va bientôt tomber entre les mains de ses ennemis, elle n'a plus la force de... On l'appellerait comment? Comment est-ce qu'on appelle aujourd'hui Michel Houellebecq, Alain Finkielkraut, Michel Onfray, Éric Zemmour? Comment est-ce qu'on les appelle? Les déclinistes. Vous entendrez le mot? Déclinistes. Ça veut dire que ce sont... On veut nous dire, vous ne faites que parler du déclin de la société occidentale, judéo-chrétienne, celle dans laquelle ils vivent, et qui nous touche un peu aussi d'ailleurs. Et donc on les appelle les déclinistes parce qu'ils parlent du déclin de... Ça veut dire que ce sont des obadistes. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est d'une richesse incroyable de pouvoir penser et voir tout cela. Une culture, explique Oswald Spengler, naît au moment où une grande âme se réveille, se détache de l'état psychique primaire d'éternelle enfance humaine,
forme issue de l'informe, limite et caducité sortie de l'infini et de la durée. Elle croît sur le sol d'un paysage exactement délimitable auquel elle reste liée comme la plante. À qui pensez-vous? Eh bien, à tous les peuples. Tu entends? Comme tous les peuples. Et qui je n'ai pas honte de mettre là, dans cette phrase-là? Israël également. Qui est celui qui est sorti du groupe? Nous. Et qui va mener le groupe? Moshe, choisi par l'Éternel, pour les emmener sur une terre délimitée, Nahon, il a fait. Quel est donc le risque? Et là, je veux que vous compreniez ce que j'ai dit tout à l'heure. On reproche à Yaakov dans son rêve de ne pas quoi? De ne pas être monté. Ça veut dire quoi? Reprocher à Yaakov de ne pas être monté. Ça veut dire d'avoir refusé de pouvoir prouver, tel que Israël doit le prouver, qu'on pouvait monter Sans redescendre. et sans redescendre, c'est-à-dire sans décliner. Et on ne déclinerait pas. Pourquoi? Parce que nous étions porteurs de la loi divine. Tu suis? Ça veut dire que... Alors, 2 secondes. Mais ça veut dire aussi, et ça c'est la réponse de Yaakov, et j'imagine que c'est celle qu'il a donnée, j'imagine. Mais heureusement que je ne suis pas monté. Avez-vous vu un seul monter et ne pas chuter? Il y a quelque chose là-haut, et on demande toujours, aujourd'hui, les citoyens demandent toujours en politique, mais comment ça se fait quand on devient Premier ministre qu'on fait autre chose que ce que l'on a dit? Que se passe-t-il là-haut? Est-ce que le fauteuil est magique? Vous comprenez que vous ne parlez pas seulement d'Obadiah. Obadiah vous entraîne dans une histoire qui vous est contemporaine. Et c'est ça la grandeur. Lire Obadiah ce Shabbat et penser que Obadiah c'est pour nous dire un petit conte au coin de la cheminée parce que bientôt c'est Noël, c'est rare. Non, non, non. Alors comment nous on s'en sort dans tout ça, au milieu de tout ça? Écoute-moi, ce qu'il va te dire, c'est exactement ce que je vous apprends depuis maintenant plus d'1 mois et demi. À savoir que nous allons mettre corps et âme au sein de la société qui nous est proposée. Mais nous allons savoir, de prime abord, que le pouvoir, l'indépendance, la souveraineté, l'armée, la richesse vont nous titiller chaque jour. Mais il faudra que nous qui prétendons être Israël, nous soyons capables de prouver au monde que notre identité morale de l'être hébreu est capable de s'auto-gérer face à ces problématiques-là. Et vous voyez que ce n'est pas facile, puisque nous y arrivons difficilement. Mais vous avez remarqué autre chose, mesdemoiselles. C'est que les nations du monde demandent à Israël des agissements, des comportements, des conduites morales qu'elle ne se demande pas à elle-même. Avez-vous fait attention aux informations? Non, comme quoi? Le comportement avec les habitants palestiniens, avec un soldat qui aura tiré malencontreusement sur un Palestinien, la conduite d'Israël pendant l'opération Tzouketan à Gaza. Ils nous surveillent avec des satellites, avec des jumelles, pour nous dire quoi? Et on leur répond, mais vous, regardez hier matin, les Russes ont bombardé le nord de la Syrie, des dizaines d'enfants ont été tués. Tu veux essayer, toi, de bombarder et de tuer un seul enfant? Il y a une réunion au Conseil de sécurité dans les heures qui suivent. Et une condamnation d'Israël à la fin de la journée. Tu sais ça? C'est tous les jours. Et ça y est, vous avez fini l'école. Maintenant, il faut rentrer dans les études comme je vous enseigne, c'est-à-dire devenir des grandes filles. J'aurais pu vous lire Obadiah comme on lit Obadiah à la Beth Knesset.
J'étais pas obligé de vous amener au cheval Spengler, de vous dire attention, il y a un post-it sur Hegel, Friedrich Hegel, avec un Afrikanerkrut contemporain, etc. Il y a, dans ce que nous apprenons, quelque chose qui vient nous dire que non seulement nous devons nous-mêmes nous mettre en garde, mais regarde comment les nations, pas par un ouï-dire, mais elles ont comme une connaissance du rôle que nous devons jouer, sinon quel intérêt de nous reprendre, de nous remettre en question, de nous condamner. Je veux voir les choses comme ça. C'est le prof que vous avez eu et sa vision géopolitique et philosophique de l'événement. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui vous dise Rodi, c'est un grand rêveur intellectuel, machin, etc. Mais c'est mon opinion, et je vous amène avec ça une étude, et avec ce que l'on appelle en hébreu, asmarta,